Qui aurait pu imaginer que mon premier enfant verrait le jour dans mon propre lit? Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Chemine Podcast. J'espère t'avoir donné envie d'écouter ce récit jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je m'apprête à enregistrer la partie numéro 2 dans laquelle je te raconte mon histoire. Si tu ne l'as pas encore écoutée, je te conseille vivement la partie numéro 1 qui était très courte mais très challengeante émotionnellement pour moi. C'était pas simple de revenir sur cette partie de ma vie qui est très floue finalement, dans laquelle je te raconte que j'ai déménagé et j'espère un jour pouvoir finir de déplier tous ces souvenirs dans un livre. C'est vraiment mon rêve, un rêve que j'aimerais accomplir, de refaire la chronologie de ma vie dans un livre et prendre le temps de romancer tout ça en te parlant de paysages, de sensations, d'émotions que j'ai ressenties. Donc c'est parti. Je te remets rapidement dans le contexte. Je me suis mariée en août 2013 et en octobre 2014, mon premier fils voit le jour après une grossesse durant laquelle je me suis énormément renseignée. J'avais déjà cette sensation de ne devoir pas faire de fautes, pas faire d'erreurs. C'était très dans le mental, mais c'était de l'ordre du perfectionnisme. Et ce qui s'est passé, c'est que au Maroc, il y a ce qu'on appelle des maisons de naissance qui couvrent assez bien le territoire pour éviter que les femmes accouchent chez elles dans des conditions qui ne sont pas contrôlées par des personnes formées à l'accouchement et aux premiers soins. Du coup, j'allais quasiment tous les mois prendre ma tension, vérifier quelques données sur ma santé. C'était vraiment basique l'entretien avec la sage-femme, mais en gros, ça permettait d'avoir un dossier dans lequel il pouvait garder une trace des antécédents de la maman pour mener à bien l'accouchement dans les meilleures conditions. Donc dans les maisons de naissance, il n'y a ni péridurale ni quoi que ce soit. La sage-femme est formée, à la limite, elle peut pratiquer ce qu'on appelle une épisiotomie. Mais globalement, si ça tourne mal, c'est encore des endroits qui sont assez vulnérables dans le sens où tu peux te retrouver à faire 35 km en ambulance sur des routes qui sont quasi pas praticables pour rejoindre un hôpital dans lequel ils vont pouvoir pratiquer une césarienne ou une réanimation dans le pire des cas. Mais globalement, c'était quand même le rêve de voir toutes ces femmes rentrer enceintes à la maison de naissance et ressortir quelques heures plus tard avec leur bébé dans les bras. Ça avait l'air si simple, si intuitif, si naturel en fait. Sauf que durant le dernier entretien, l'entretien du 8e mois, la dame, j'oublierai jamais la dame, la sage-femme du coup qui s'occupe de moi, regarde sa collègue en faisant les gros yeux et ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'elle voulait pas me prendre en charge parce que j'étais ressortissante française et qu'elle voulait pas prendre le risque de gérer mon accouchement, que ça se passe mal ou que quelqu'un se retourne contre elle, j'en ai aucune idée. Donc elle me dit, le jour où tu as des contractions, tu pars à Al-Hoceima. Al-Hoceima, c'est la ville la plus proche dans laquelle il y a un hôpital. Je sors de cet entretien, je fonds en larmes. Je suis fatiguée, ça fait 8 mois que je suis enceinte, ça commence à être lourd, à être pesant. J'ai énormément de doutes, j'ai énormément de mal à me projeter au-delà de l'accouchement. Dans ma tête, cette échéance, elle est presque similaire à la mort en fait. Quand je pense à l'échéance de mon accouchement, ça me génère tellement d'angoisse et de doutes que je suis incapable de me projeter dans un après-accouchement. C'est quelque chose d'impossible pour moi. Je ne vois rien après le mois d'octobre. J'ai vraiment cette date en tête et je ne sais pas comment ça va se passer. Et en même temps, j'ai hâte et en même temps, j'ai pas hâte que ça finisse. Et le 20 octobre 2014, je suis prise de contractions depuis le milieu de la nuit. Ça monte graduellement, mais c'est encore lent. Et comme c'est ma première grossesse, j'appelle immédiatement mon mari, je lui demande de rentrer, de m'emmener à l'hôpital. Sauf que autour de moi, j'ai
des membres de ma famille qui lui conseillent l'inverse, qui lui disent « Oh, t'en fais pas, tu sais, c'est la première grossesse, elle va pas accoucher dans les heures qui arrivent. Elle a encore le temps, elle est chez elle, laisse-la bien au chaud, puis vous irez à la maternité quand tu seras rentrée du travail. » Sauf que, quand mon mari décide réellement de rentrer, et j'avais déjà des contractions, on va dire, assez violentes, mais au sens où, pour une personne qui n'avait encore jamais ressenti ça, ça m'a paralysée, ça m'a tétanisée en fait. Et je voulais plus. Je leur ai dit en fait je veux plus aller nulle part. Je suis bien là, je suis dans mon lit. Et je sais pas, débrouillez-vous quoi. Vous vouliez pas m'écouter quand je vous ai demandé de laisser mon mari rentrer du travail et m'emmener à l'hôpital quand je pouvais encore marcher sur mes jambes. Ben maintenant débrouillez-vous en fait. Et c'était un non catégorique d'être portée et d'être emmenée à la maison de naissance. Donc ce qui s'est passé, c'est que mes beaux-frères ont été à la maison de naissance supplier les sages-femmes qui étaient là-bas de venir m'assister. Et en fait, elles voulaient pas. Pas parce qu'elles voulaient pas, mais parce qu'elles pouvaient pas. Elles sont pas... elles sont en dehors du cadre de leur mission quand elles se rendent à domicile. Elles sont censées travailler à la maison de naissance. Et donc, alhamdoulilah, elles finissent par accepter, alhamdoulilah. Et tu vois, quand je te parle de sages-femmes, je te parle pas des sages-femmes qui ont fait ce métier par passion et qui ont tout un tas d'empathie en trop à donner à la maman qui est sur le point d'accoucher, comme on pourrait voir aujourd'hui toutes ces doulas, Allahumma barik, qui accompagnent les mamans dans cette incroyable aventure qui est l'accouchement. Mais à ce moment-là, elles sont hyper contrariées en fait. Elles arrivent dans ma chambre en mode claquage de porte. Elles sont absolument outrées de mon comportement. Elles se demandent pourquoi je me suis pas rendue plus tôt à la maison de naissance. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, subhanallah, je suis vraiment dans ma bulle. Dans ma tête, j'en ai absolument rien à faire en fait. De ce qui se passe autour de moi, je suis dans ma bulle. Et tout ce que je veux, c'est que mon bébé me soit remis vivant. C'est avec cet état d'esprit vraiment de battante que j'étais à ce moment-là. Et je me suis rendu compte qu'après, que c'est vraiment quelque chose qui se perd en quelque sorte. Dans le sens où quand aujourd'hui tu vas à l'hôpital, on te vend ça comme ce sera le plus beau jour de ta vie, tout le monde va prendre bien soin de toi et tu vas voir, ça va être super. Mais en fait non, les gens sont pas là pour prendre soin de toi. Les gens sont là pour faire en sorte que ton accouchement se déroule le mieux possible et se termine le plus vite possible. Donc on est souvent outré de voir toutes les violences qui peuvent advenir dans des services où les personnes pratiquent des dizaines et des dizaines d'accouchements par semaine. Mais en fait, ce qui est pour toi le moment le plus précieux de ta vie n'est en fait qu'une opération comme une autre dans le système hospitalier. Bref, je ferme la petite parenthèse. Aux alentours de 17h, on est en plein hiver. Mon enfant naît, alhamdoulilah. Et en fait, je l'entends pas pleurer. Je me sens un peu inquiète. Mais finalement, j'ai appris bien après qu'un enfant ne pleure pas toujours. Et le fait de te raconter ça comme ça a l'air encore clair dans ma tête, alors que pas du tout. Ce souvenir-là, il est très flou. Il y avait énormément de peur, énormément j'allais dire de douleur, mais c'est même pas vrai. C'est même pas la douleur qui m'a marquée, c'est surtout la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de vivre des complications. Et alhamdoulilah,
L'accouchement se termine magnifiquement bien. Je deviens maman à 17 ans. 19 ans, pardon. 19 ans, j'allais avoir 20 ans. Et au fond, c'est qu'en racontant ça 10 ans après que je me rends compte à quel point j'étais vulnérable à ce moment-là, alors que je pensais pas du tout l'être. Je pensais que c'était banal ce qui venait de m'arriver et que j'allais y arriver d'une manière ou d'une autre. Et ce qui s'est passé, comme j'avais arrêté les études, je vivais chez moi, mon mari était très souvent absent. Il s'est passé que mon fils est devenu, entre guillemets, mon petit rat de laboratoire. J'avais envie de tout apprendre sur son développement, je voulais tout comprendre. Et c'était peut-être une façon pour moi d'anticiper le fait de mal faire les choses. Mais vraiment, j'ai énormément assimilé d'informations. Et j'ai compris qu'après que plus d'informations ne veut pas dire que tu agis mieux. Ça te ramène souvent plus de doutes, plus de pression, plus d'injonctions. Alhamdoulilah, à cette époque-là, j'avais pas les réseaux sociaux, donc c'est déjà ça de prix. Mais je passais énormément de temps sur des blogs à lire le développement d'un enfant mois après mois, semaine après semaine. Et tout ça, je ne le savais pas encore, mais ça m'a demandé une telle présence psychologique, une telle présence mentale, qu'après cette grossesse, un accouchement qui s'est bien passé, plus sa première année dans laquelle j'étais dans de l'hypervigilance, j'ai appris que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, alors que mon premier venait de fêter ses 1 an. Et là, ça a été la dégringolade. J'ai vécu une deuxième grossesse très compliquée parce que j'étais pas remise de la première. Mon fils n'a fait ses nuits qu'à partir de 2 ans. À ce moment-là, j'étais déjà maman de mon deuxième. Et c'est vraiment, ouais, quand je te parle de dégringolade, c'est littéralement ça. J'avais l'impression d'être dans une pente où t'as l'effet boule de neige, plus tu avances et plus tu accélères et plus tu tombes en fait. C'était très profond l'état dans lequel j'étais. C'était un état de dépression latente très profonde, mais je l'identifiais pas comme tel. À ce moment-là, je pensais que j'étais encore, que j'allais bien. Pourquoi ? Parce que j'avais mis mon focus sur mon ménage, le fait de faire des repas à l'heure et toute cette énergie que ça me demandait. Je me suis rendu compte qu'après que j'avais nulle part où la puiser. Donc c'est mathématique en fait. Quand tu déverses de l'énergie et que tu n'as nulle part où te ressourcer, tu t'épuises. Tu finis épuisé. D'ailleurs, j'aimerais bien attirer ton attention et faire une petite parenthèse concernant le manque de sommeil. Le manque de sommeil, je me suis encore fait la réflexion ce matin. Si aujourd'hui tu ne fais pas tes nuits et que tu as l'impression de galérer au quotidien dans l'accomplissement de tes tâches, sache que manquer de sommeil, ce n'est pas anodin du tout. Ça réduit réellement les capacités à vivre une journée normale et à penser en termes de planification et d'exécution des tâches. Et du coup, ce que j'ai vécu, pour en revenir à la naissance de mon deuxième garçon, ça ressemblait finalement à un postpartum exponentiel, ce qui veut dire que tout ce que tu vis en postpartum avec un seul enfant, je l'ai vécu de manière amplifiée. J'avais déjà une fatigue qui n'était pas résolue et j'en ai mis une deuxième par-dessus la première. Ce qui était le combo parfait pour le burn-out maternel, en sachant que j'étais isolée, que je voyais très peu de monde et qu'en plus de ça, j'avais mis en suspens la partie de moi qui est simplement une femme pour n'être plus qu'une mère. Et pour les personnes qui ont visionné ma toute première masterclass sur le cercle vertueux dans lequel tu trouves un équilibre entre ta facette d'épouse qui est centrale dans la vie d'une femme, la facette de maman et la facette de femme en tant que telle à part entière. Cet équilibre-là, je l'avais brisé depuis trop longtemps et ça m'est revenu en pleine face.
Donc mon burn-out maternel, il s'est passé de manière quasi silencieuse, dans le sens où, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'arrivais à me réveiller le matin, à accomplir mes tâches, mais plus rien n'avait de goût, plus rien n'avait de sens. Je n'avais plus l'envie, je n'appréciais pas passer du temps avec mes enfants. Je voulais juste qu'ils n'aient ni froid, ni faim, ni soif. Et en gros, c'était vraiment mécanique, c'était devenu robotique. Et ce mode robotique, le mode robotique, ce que j'ai compris qu'après, c'était que ça relevait du mode de survie. Lorsque tu es trop fatigué pour accomplir certaines choses, ou tu as trop peu d'énergie, imagine ton système cérébral se mettre sur un mode économie d'énergie. Et ce que je trouve hyper dangereux et triste, c'est que finalement, ça aurait pu durer encore longtemps. Mais dans ce moment-là, tu es très sensible à ce que tu as besoin d'entendre. Et ce que j'ai eu besoin d'entendre, c'était que mes enfants, je les avais trop protégés jusque-là. Et que finalement, le meilleur service que je pouvais leur rendre, c'était de me soucier de moi-même, de mon équilibre en tant que femme. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris qu'Allah n'attendait pas de moi que je contrôle tout dans leur évolution, dans leur cheminement, dans leur éducation, mais plutôt que je m'en tienne aux causes et que je m'en remette à Allah pour le reste. Et dit comme ça paraît simple, mais c'est un cheminement assez qui m'a pris du temps et surtout qui ne s'arrête pas. Par définition, tu vois, le cheminement, ça commence un jour, mais ça ne s'arrête pas. Tu pourras toujours continuer à cheminer en termes de connaissance de toi-même et en termes de proximité avec ton créateur. C'est quelque chose qui est infini. Walillahi alhamd. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et à rejoindre le canal Telegram dont le lien est dans la description, parce que je m'apprête à livrer une conférence dans quelques jours et parce que là on est aux abords de Ramadan et j'espère te délivrer des outils qui seront très précieux pour faire face finalement à tout type d'épreuve en gardant cette quête d'équilibre pour soi et pour les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.